Qu'il est bon de vous retrouver tous les matins dans le cadre de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, qui est votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous sommes là pour vous apporter le meilleur de l'information sur un plateau d'argent, car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, commençons à nous interroger. ONU, Assemblée Générale contre la Russie, pourquoi l'Afrique est-elle divisée? ONU, Assemblée Générale contre la Russie, pourquoi l'Afrique est-elle divisée? L'Assemblée Générale de l'ONU a condamné mercredi l'opération militaire spéciale russe du côté de l'Ukraine et le retour des territoires ukrainiens dans la fédération après que Moscou eut opposé son veto sur un texte similaire au Conseil de sécurité. C'était au mois de septembre. 26 pays africains ont voté en faveur de cette résolution, rejetant les référendums dans les 4 régions ukrainiennes. 19 autres se sont abstenus. Le Mali, la République centrafricaine, l'Érythrée, la République du Congo, l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Ouganda et le Zimbabwe comptent au nombre des pays africains qui se sont abstenus. L'Érythrée également, qui avait précédemment voté en faveur du rejet d'une résolution de l'ONU condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. 3 de ces pays avaient accueilli le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors de sa tournée dans la région, c'était en juillet 2022. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe, eh bien, sont sortis tous de la salle. Oui, ils étaient tous absents de cette Assemblée générale. Eh bien, l'Assemblée générale des Nations Unies compte 193 États membres qui s'étaient d'ailleurs réunis en urgence. Elle a adopté cette résolution avec 143 voix pour face à 5 pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud. Malgré les efforts diplomatiques des États-Unis, les 5 États qui ont voté contre sont la Russie, le Bélarus, la Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua. Plus tôt ce mois-ci, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait effectué une tournée en Afrique, et ce afin de contrer la Russie sur le continent. L'objectif était donc de persuader les dirigeants de soutenir Kiev. Il a été contraint d'écourter sa visite après l'intensification des bombardements de Moscou sur l'Ukraine. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. ONU, Assemblée Générale contre la Russie, pourquoi l'Afrique est-elle divisée? Quoi de mieux qu'un homme politique pour répondre à nos questions? Et nous sommes avec Patient Pafindom, UP6 de l'Union des populations du Cameroun. Et justement, il est avec nous ce matin, lui, le panafricaniste. Patient Pafindom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselingos, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à tous ceux qui vraiment font leurs espoirs de voir très rapidement cette belle aventure dans les chaumières. Ils sont de plus en plus nombreux. Je suis très comment dire ça, harcelé. C'est pas moi qui détiens les clés, de toute façon, je vous le dis ouvertement. Ceux qui sont encore précis, je vous ai promis que dans les jours à venir, nous serons dans les ménages. Avec la grâce de Dieu, on pense que d'ici le mois de février prochain, vous nous verrez et tous les matins, nous serons ensemble comme au bon vieux temps pour vous apporter le meilleur de l'information. La parole la plus indiquée, elle est là, elle vient de vous rassurer, je l'espère. Donc bonjour à tous, bonjour au peuple africain qui se bat et malgré les pressions, malgré les tentatives de corruption. Je vous rappelle que Madagascar vient de démettre de ses fonctions son ministre des Relations extérieures. Pourquoi? Eh bien, ce dernier a voté dans le sens que le veut l'Occident, en contradiction parfaite avec les recommandations et les instructions de son gouvernement et les intérêts du peuple de Madagascar. Donc vous voyez que dans cette affaire-là, il faut vous méfier, n'est-ce pas, de certains votes africains, parce que des achats de conscience, des corruptions à ne plus en finir, des pressions vis-à-vis de certains États de gauche à droite, ont peut-être donné ce que vous avez vu là comme vote, mais dans le fond, ils savent pertinemment, les peuples africains ne sont pas du tout d'accord avec cette intensification
de ce qui devient de plus en plus une guerre entre la Russie et arrêter... Et le reste du monde? Non, pas le reste du monde. Et les forces de l'OTAN sur le sol ukrainien. L'Ukraine est seulement l'espace que l'OTAN a choisi pour mener cette confrontation. Alors, nous savons très bien que dans des situations aussi graves que celle-là, il suffit d'une petite erreur et nous rentrons de plein pied dans une confrontation nucléaire. Alors, dans une confrontation nucléaire, je ne pense pas que les gens qui provoquent, n'est-ce pas, l'ours russe, comme on l'appelle, sont conscients des dangers que la planète tout entière peut encourir si jamais une confrontation comme celle-là peut avoir lieu. Et une fois de plus, ça remet en question la nature de certaines de nos élites, même politiques. C'est les gens qui n'ont pas le sens de l'intérêt général. C'est les gens qui n'ont pas une vision à long terme de ce qui... J'allais poser une question, patient parfait d'homme sans vous couper. C'est quoi une élite? Parce qu'il va falloir que dans les jours à venir, je puisse mettre le sujet sur la table pour mieux faire comprendre à la population et surtout à tous les Africains ce qu'est réellement une élite. Si élite, il y en a. Mais vous êtes une élite. Vous êtes une élite, mon cher ami Goss. Non, je pense que votre question a toute sa place parce que ce thème a été galvaudé. Tout le monde est devenu une élite. À partir du moment où vous êtes coopté dans un gouvernement, vous devenez subitement une élite. Sans qu'on ne comprenne en quoi vous impactez, j'allais dire positivement, dans la vie de vos concitoyens. Mais on aura le temps de faire ce débat. Mais de toute façon, ceux qui sont là et qui sont considérés comme tels, j'ai l'impression que pour la plupart, ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils ne sont pas à leur place. C'est pour cela que vous pouvez avoir des gens qui peuvent être facilement corruptibles, comme c'est le cas souvent dans ces grandes messes au niveau de l'ONU. Mais ça repose même la question même de l'existence de l'ONU aujourd'hui. À quoi sert l'ONU finalement? C'est une bonne question. À quoi elle sert? Si elle est devenue un grand marché où les gens achètent des consciences des autres, où les gens font des pressions sur les États tiers, et ça redonne du sens à ma demande incessante sur vos plateaux de l'union politique de notre continent, du continent africain. Pourquoi on s'est à l'abri de pareilles démarches? Chacun de nous pris individuellement, il peut se trouver faible vis-à-vis des enjeux, vis-à-vis des monstres qui sont en face de nous. Parce que, la plupart de nos enfants que nous envoyons là-bas, de nos frères, pour nous représenter, ils n'ont pas en conscience que là se joue, au-delà de leur propre petite personne, l'avenir de l'Afrique et même l'avenir du monde. C'est pour cela que je pense sincèrement que dans les 100 combien d'États 193 pays oui, qui ont voté au Conseil de... Enfin, qui étaient présents, il faut bien préciser. Que compte d'ailleurs l'Organisation des Nations Unies, voilà. Il faut le préciser. Il faut voir, parce que quand il y a des pays comme Luxembourg qui votent... On nous fait croire qu'il y a 143 qui ont voté pour... des pays comme Luxembourg, des pays comme l'Estonie, des micro-États comme ça là, et puis sans compter la bande de troupeaux qui s'alignent mécaniquement sur les décisions de l'OTAN. Je pense qu'on peut bien comprendre que par moment, il ne faut pas confondre l'égalité et la légitimité. 5 pays ont voté contre et 35 pays se sont abstenus. Oui, et je félicite ces pays qui ont le courage de s'abstenir. Ça veut dire que la conscience africaine prend le volume, premièrement. Je félicite ceux qui ont même refusé d'assister à cette mascarade, parce que c'est une mascarade, cette fameuse élection-là. Ça veut dire qu'eux, encore plus que jamais, refusent de servir, de faire valoir à cette mascarade soi-disant électorale qui s'organise au niveau de l'ONU, avec pour vocation de valider les points de vue de l'Occident qui est complètement en décrépitude aujourd'hui. Parmi les pays africains justement qui ont pris l'initiative de sortir de la salle et ne voulaient même pas participer à cette réunion, je vous donne les noms. Il s'agit du Cameroun, du Burkina Faso et de Sao Tomé et Principe, et sans oublier la Guinée équatoriale. 4 pays africains qui ont pris l'initiative de dire votre vote, il ne vaut pas la peine. Ils n'acceptent plus que les autres continuent de jouer les objecteurs de conscience par rapport à la gravité des sujets comme ceux-là. C'est pour cela qu'en sortant de la salle, c'est une manière de dire cette affaire elle ne nous intéresse pas. Mais politiquement, ça veut dire arrêtez de nous prendre pour des moins que rien. Nous avons aussi
comment on dit ça, un tibia quelque part là qui peut réfléchir. Arrêtez de nous prendre pour des mots que rien. Cette affaire de cette opération militaire spéciale russe en Ukraine, tout le monde le voit aujourd'hui. Si les gens veulent en découdre avec la Russie, qu'ils aillent faire la guerre à la Russie. Mais qui n'embarquent pas des gens dans des espèces de faux consensus. Et la réponse, n'est-ce pas, après ce vote, elle ne s'est pas produite dans les États qui ont été menacés, où les dirigeants ont été corrompus. Mais ça, la réponse s'est opérée même là-bas en Occident. Vous avez vu ce dernier week-end, les marches, partout, de contestation, n'est-ce pas, de la manière de conduire les différents États par ces élites au pouvoir. Cela veut dire qu'en réalité, il y a une contestation de fond de la gouvernance de ces États-là par les propres peuples, qui disent que vous amenez tout droit dans un mur. Ce que vous faites là n'a rien à voir avec les exigences, n'est-ce pas, de paix pour permettre un monde plus équilibré, un monde plus harmonieux, un monde où nous aussi on va trouver notre petite pitance quotidienne. Vous nous emmenez dans des trucs qu'on ne comprend pas. Mais je me pose la question, un individu par exemple comme Zelensky, j'ai dit, en Ukraine, il n'y a pas de soldats patriotes. Mais ce gars-là, on devait le dégager depuis. Comment un chef d'État, sur le fallacieux prétexte de souveraineté de son État, peut accepter ce que nous voyons se produire actuellement en Ukraine? Comment? Parce que vous savez, quand vous êtes aux affaires, quand vous êtes au pouvoir, vous avez la vie des millions de personnes entre vos mains. À chaque étape, il faut toujours questionner la question de la validité de vos décisions, la question de la légitimité de vos décisions. Monsieur Zelensky, il est pire qu'une marionnette. C'est un danger, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble de notre planète. Parce qu'à cause de cet individu-là, le monde peut plancher dans une guerre nucléaire. On ne peut pas être d'un aplaventrisme de ce niveau. Qu'il ait au moins pitié pour ces populations. Il a en face de lui quelqu'un qui l'a provoqué en comptant justement sur l'apport de ses amis de l'OTAN. Mais la réalité aujourd'hui lui prouve que ses amis de l'OTAN ne viendront jamais l'aider. Ils lui ont fait croire qu'ils peuvent faire quelque chose, ils ne peuvent pas. Mais lui, en conséquence, ne doit pas compter à sacrifier son peuple et son pays comme ça. Parce que cette attitude de jusqu'au-boutisme de M. Zelensky tend à vouloir démontrer que l'issue de la guerre sera fatale pour la Russie. Mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas vaincre la Russie. Vaincre la Russie, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que vous êtes capable d'empêcher à la Russie d'utiliser l'arme atomique au cas où. Oh, on voit bien que ce n'est pas possible. Depuis 8 ans que les provocations ont commencé dans le Donbass, tout le monde a vu. Personne n'a osé lever le petit doigt. Je pense qu'il est temps que le Deep State, l'État profond, comprenne que le monde réel a compris son jeu. Et qu'on cesse de nous faire croire que des individus comme Zelensky, qui sont les wagonistes de ce monde profond, sont en réalité des chefs d'État qui prédestinent aux destinées d'un peuple comme le vaillant peuple d'Ukraine. C'est faux. C'est un type isolé qui ne fait que exécuter les injonctions de ce Deep State, qui lui a d'autres visées, c'est-à-dire maintenir le statu quo, maintenir un monde unipolaire. Et cela passe par la destruction des pays qui peuvent leur faire front. Et les voix se lèvent justement du côté de l'Europe pour poser la question suivante. L'Ukraine n'a-t-il pas une assemblée nationale, un parlement, un gouvernement? Et les Européens posent également cette question de savoir, dans les jours à venir, qui est-ce que Zelensky va diriger finalement si le pays est en ruine? C'est pour ça que je dis que c'est très grave. Au-delà de Zelensky, oui. Sleeping Joe, M. Biden, en premier. Sleeping Joe. Ouais, M. Biden en premier, oui. M. Macron, j'ai vu encore un rassemblement de la prétendue gauche des socialistes européens dernièrement en Allemagne, mais j'avais envie de pleurer. Arrêtez, nous sommes face à un monde
avec une prétendue élite occidentale qui est complètement décalée de la réalité profonde de ce monde aujourd'hui. Et cela impacte, et en Occident, et ce que nous avons vu en Afrique, où nous voyons des pressions qui sont émises sur certains de nos dirigeants, et même des facilités avec lesquelles certains d'entre nous sont corrompus, ceux qui doivent porter la voix de leur pays dans ces questions essentielles. Et c'est le cas de ce ministre malgache qui a été démis de ses fonctions. Mais lui, au moins, son gouvernement n'est pas passé par 4 chemins pour lui démettre de ses fonctions. Allez voir dans les autres États africains ce qui s'est réellement passé pour que le vote aille dans le sens-là. Seulement cet exemple montre la nature des votes qui se passent souvent à l'ONU. Ce n'est pas les votes qui sont l'expression de l'analyse propre de certains États et de leur conviction à voter dans un sens. Et on le voit souvent, et c'est pour ça que nous combattons la France, et nous voulons mettre un terme à la France-Afrique. La plupart des résolutions qui sont discutées au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, quand ça concerne l'Afrique, qui les rédige? C'est la France. C'est comme si on n'existait pas. Et c'est ça, quand Samir Amin disait la périphérie du monde, ils ont confiné dans la périphérie du monde. Ils refusent qu'on joue le rôle essentiel qui doit être le nôtre. L'Afrique, c'est 1 milliard, presque 500 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? On n'a pas un seul poste. 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, on n'a pas un seul poste au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est quoi cette organisation-là? C'est quoi? Et nous avons des petits pays, des nains géopolitiques comme la France qui ont un poste au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il y a un problème. C'est pour ça que ce l'ONU-là, plus que jamais, est un machin. Comme le disait d'ailleurs le général de Gaulle lui-même. C'est un machin. C'est un truc, une machine qui est au service d'une oligarchie politique qui veut maintenir le statu quo dans le monde et maintenir sa domination sur le monde. Si il y a la fracture sur le plan économique mondial entre les happy few qui tiennent comme ça de manière violente et ferme dans l'économie mondiale et le gros de ceux qui croupissent dans la misère est incroyable. Moins de 5% des hommes les plus riches du monde ont l'équivalent de plus de la moitié des richesses des autres peuples du monde. Mais ça doit vous parler, je dis que moins de 5% ont plus de la moitié de ce que détiennent plus de la moitié de notre planète. Il y a un problème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 ou 3 individus qui ont une richesse qui est équivalente au budget de 10 pays, 20 pays. Mais qu'est-ce que tu parles du PIB, par exemple, de tous les pays francophones? Ça n'a aucun sens. Une ville comme New York est plus riche que le libéral, comme le disait Laurent Gbagbo dernièrement lors de l'an 1 de la création du parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, à qui je salue d'ailleurs. Et j'adresse mes voeux de bonne fête et de happy birthday pour l'an 1 de la construction de leur parti. Sans oublier mon ami et frère Damana Diapikas, le secrétaire général de cette organisation politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc voilà les réalités. Et quand le président Gbagbo, à la fin de son discours, il explique pourquoi nous devons aller vers l'unité politique de notre continent, je dis merci. Nous sommes complètement en phase. Nos États là, ils valent quoi? Même le vote des Africains, vous voyez comment c'est-à-dire que ce qu'on nous accorde, on n'hésite même pas à venir corrompre certains de nos représentants dans cette institution. Parlons justement de ce vote. Pourquoi est-ce que l'Afrique va diviser? Mais l'Afrique va diviser parce que nous sommes encore victimes de cette fameuse conférence de Berlin. Nous sommes encore victimes de ce complexe où les Africains ne veulent pas se prendre en charge eux-mêmes. Nous sommes encore victimes de la colonisation et qui n'a été que l'excroissance de l'esclavage. Nous sommes dans le néocolonialisme qui n'est que l'esclavage de la colonisation elle-même. Donc nous avons des élites politiques qui n'ont pas compris qu'il est grand temps pour le continent africain de tourner de page et de créer un nouveau paradigme pour que l'Afrique puisse compter, évidemment. Comment voulez-vous que des espaces comme l'espace francophone qui est dominé par cette monnaie nazie comme le franc CFA, où c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui valident les projets économiques et même certains budgets de certains États, comment voulez-vous que ces gens-là soient des gens libres dont le vote puisse avoir du sens au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU? Ce n'est pas possible.
puisque les leviers de pression sont nombreux entre les mains des Occidentaux pour tordre le bras à ces États africains et les obliger à voter dans leur sens. C'est pour ça que j'applaudis et je félicite ceux qui ont pu maintenir la dragée haute en refusant d'aller dans le sens de l'Occident. Parce que, à l'analyse, les moyens que l'Occident possède pour les tordre les bras sont énormes. Donc il faut vraiment être des gens qui sont décidés à prendre le destin en main pour refuser d'aller dans le sens de ce que l'Occident propose. Alors, doit-on s'arrêter là, à ce qui risque de paraître plus tard? On le voit avec le cas du Sénégal. Moi, je suis très inquiet pour le Sénégal. Je suis très inquiet pour le Sénégal. Alors, ce qui risque d'apparaître comme une bravade, doit-on s'arrêter là? Ou bien devons-nous, au vu de cette analyse, prendre les mesures qui s'imposent en toute connaissance de cause? La conséquence immédiate, c'est qu'il faut que l'Afrique compte. Il faut que l'Afrique pèse sur le Conseil des Nations. Mais l'Afrique ne peut pas peser sur le Conseil des Nations avec les Bantoustans que nous avons comme État. Ce n'est pas possible, si je suis un gosse. C'est ça la faiblesse de l'Afrique. Ce vote saucissonné là, en charpie qu'on a vu lors du dernier vote, il reflète tout simplement la faiblesse de l'Afrique constituée comme elle est là aujourd'hui. L'Afrique constituée comme elle est là aujourd'hui est plutôt une faiblesse. Ne peut pas permettre à l'Afrique de compter valablement. Il faut tuer justement cette Afrique-là et aller vers une nouvelle Afrique qui va donner enfin du poids à notre continent. Et je dis, pour ne pas le vide, pour qu'on ne se comporte pas comme un éléphant dans une pièce de porcelaine, commençons même par des regroupements sous-régionaux. Que l'Afrique de l'Ouest est un État fédéral. L'Afrique centrale est un État fédéral. L'Afrique de l'Est est un État fédéral. L'Afrique du Sud est un État fédéral. Et l'Afrique du Nord est un État fédéral. Dans un premier temps, on peut procéder comme ça. Et puis, la seconde étape, ça va être la constitution d'un État fédéral sur le plan continental. C'est possible. Ce n'est pas une chimère. Puisque les autres ont procédé pareil. La Russie est une fédération. Même la Chine, malheureusement, qui a un mode de gouvernance, moi qui me suis bien, parce que bon, Mao est passé par là. La révolution chinoise, elle a été ce qu'elle a été. Mais même chez eux, il y avait plusieurs regroupements, n'est-ce pas, des Yuan, de ceci, de cela, de plusieurs ethnies qui avaient des espaces bien confirmés, qui étaient dominés par des souverains. Les États-Unis, qui tournent eux-mêmes, c'est ça le problème. L'Europe, qui est en train de pleurer que le général hiver est en train d'arriver et on leur refuse le gaz. Parce que là, j'ai écouté monsieur, comment ça s'appelle, Benoît Le Maire, il dit que bon, aux États-Unis, faites quand même attention, vous n'allez pas nous niquer comme ça jusqu'au bout. Comment vous pouvez vendre le gaz naturel liquéfié 4 fois plus cher qu'à la normale? Je dis, ah bon? Ce n'est pas toi qui disais que tu devais mettre la Russie à genoux. Donc vous voyez, bon, ça c'est leur propre contradiction. Hein. On ne peut que de temps en temps les soulever pour montrer que même entre les soi-disant amis, il y a d'autres qui ont... Il n'y a que des intérêts, hein. Il n'y a pas d'amitié. Donc je pense que l'Afrique doit le comprendre. Ce vote de l'Afrique n'est que l'expression du fait que nous sommes encore sur la domination occidentale. Nous sommes encore dans une domination néocoloniale qui a consacré les actes de la conférence de Berlin comme les acquis définitifs. Et nous ne pouvons pas crier notre rage contre l'esclavage. Nous ne pouvons pas dénoncer et crier notre rage contre la colonisation. Et aujourd'hui, valider justement ce qui a été le fondement de cette colonisation-là. C'est-à-dire nos États tels qu'ils sont, dénués de tout sens. Sur le plan anthropologique, sur le plan de la cosmogonie, sur le plan culturel, dénués de tout sens. Mais nous avons nos États là, on les appelle des États. Tel le Bénin, un petit truc comme ça. Le Togo, un autre petit lacet, je ne sais pas quoi. Et on dit, vous êtes des États. Quel État sommes-nous? Au même moment, nous sommes incapables, justement, incapables. Parce qu'il y a des conséquences économiques graves. Oui. Vous prenez 3 pays africains. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, à eux tout seuls, c'est plus de 60% de la production de cacao du monde. Mais le prix du cacao ne se fixe pas sur le sol africain, il se fixe à Londres. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Si dedans on met aussi le Nigeria et d'autres pays producteurs de cacao, vous allez voir que nous sommes presque à 70-80% de la production de cacao mondial.
Mais c'est les autres encore qui ne produisent pas le cacao, qui décident du prix du cacao. Comme si quand ils font leur voiture là-bas chez eux, c'est eux qui fixent le prix. J'allais poser une question. Est-ce que l'Afrique est obligée de produire le cacao, finalement? Pardon? Est-ce que l'Afrique est obligée de produire le cacao? Mais c'est encore là, quand on dit vous êtes à la périphérie de l'économie et même du monde, c'est-à-dire qu'on vous oblige à avoir des économies extraverties qui vous obligent à produire ce que vous ne consommez pas et à consommer ce que vous ne produisez pas. Donc il y a un déséquilibre de la balance, n'est-ce pas, commerciale, qui sera presque éternel avec ce jeu-là. Sans oublier le fait que le pétrodollar continue de régenter l'essentiel des échanges économiques dans ce monde dans lequel nous vivons. C'est ça les réalités du moment. Patient Pafendom, je vais vous donner d'ailleurs 19 pays africains qui ont voté, qui sont abstenus lors de ce vote d'ailleurs. Les pays qui sont abstenus, je vous donne d'ailleurs, il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Burundi, le Zimbabwe, la Tanzanie, l'Ouganda, le Togo, le Soudan du Sud, la Namibie, le Mozambique, le Mali, le Lesotho, la Guinée, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Swaziland, le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. 19 pays qui se sont abstenus lors de cette assemblée générale. 5 pays du continent africain qui n'ont même pas pris part au vote, eh bien, il s'agit du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Djibouti, de Sao Tomé et Principe. Et le reste, Patient Pafendom, dans l'escarcelle des Nations Unies. Oui, le reste dans le carcel de l'Occident, vous voulez dire. Mais là-dedans, il y a eu beaucoup de fingons. On vient de Fingon, pour ceux qui ne comprennent pas, pour les Camerounais, ça veut dire des traîtres. Et on vient de remercier l'un des Fingons, c'est le ministre malgache des Affaires étrangères. Et je suis convaincu qu'il n'était pas le seul. Les autres n'osent seulement pas prendre la décision de Madagascar. Alors, au-delà de ces Fingons individuels, il y a des Fingons États. C'est le cas, par exemple, de la République démocratique du Congo, qui fait des pieds et des mains pour dire à la Russie de l'aider, mais il vote contre la Russie. Vous voyez l'attitude des gens. Et ces gens-là, ils sont tellement mièvres, c'est d'une couardise hors pair. C'est à cause de ce leadership politique, justement, que l'Afrique ne décolle pas. On ne peut pas décoller. Donc, les débats que nous menons, toute cette dénonciation que nous faisons, c'est d'abord en direction de notre peuple, des populations africaines. C'est eux qui doivent comprendre ces enjeux-là. Pour qu'elles procèdent à des mutations qui nous permettent d'avoir de telles élites à la tête de nos États. c'est presque 30 pays quand même qui passent inaperçus, 30 pays qui votent contre, on va le dire comme ça, la Russie. Sans que nous comprenions très bien pourquoi. Comprennent très bien pourquoi. C'est que vous ne pouvez pas expliquer aux populations du monde qu'il y avait un pays en Afrique qu'on appelle le Soudan et qu'il a été coupé en deux de par la volonté des États-Unis. Je vous rappelle que sitôt l'acte de la scission de Soudan a été validé, le premier pays qui a reconnu le Soudan, c'était les États-Unis d'Amérique. Oui. Dans les secondes qui suivaient. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un pays comme la Yougoslavie a été mis en charpie leçon, mais la Serbie a été dépossédée de son socle culturel qui donne même du sens à l'existence du peuple serbe, le Kosovo. Et remis entre les mains des voyous, parce que Hashim Tachi, le leader de Ducheka, tout le monde sait aujourd'hui que c'était un bandit, c'était un mafiosi. Oui. Même les Occidentaux le disent enfin. Sur la seule prétexte qu'il fallait affaiblir le Kosovo. Le Premier ministre hongrois, je pense que c'est lui, il a sorti une révélation des Normands que pendant la guerre contre la Serbie, on l'avait poussé à faire la guerre contre la Serbie pour essayer d'éclater les forces serbes. Il serait pris d'un côté contre la Hongrie et ici dans le sud, dans le conflit avec le Kosovo. Vous voyez les manigances. Donc voilà, donc, il y a des exemples, hein, les voilà. Il y a des exemples. Donc, qu'on ne vient pas nous faire croire aujourd'hui que des peuples russophones qui sont dans le Donbass, qui sont depuis très longtemps, on parle de la Crimée. La Crimée, c'était un État, faisait partie du territoire russe. C'est
C'est le président Khrouchtchev qui va donner la Crimée à l'Ukraine. Ça, c'est récent. Ce n'est pas 1000 ans. C'est dans les années 40, 50 à peu près. Vous comprenez? Alors, donc, qu'on ne donne pas l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Mais pire, on ne peut pas, l'Occident ne peut pas se servir de l'espace ukrainien pour commencer à mettre en place des bases et des éléments de ce qui va constituer plus tard la déstabilisation de la Russie. C'était impensable et inacceptable de la part de la Russie. C'est ça la vérité. On vous parle de la Russie, mais on ne vous dit pas tout. Qu'il y a des laboratoires qui ont créé des armes terribles, bactériologiques, et qui appartenaient aux États-Unis et à leurs amis de l'OTAN. On vous parle de la Russie, de l'Ukraine, mais on ne vous dit pas tout. Qu'en Ukraine, même sur le plan agricole, il y a des maniants de la société, de l'oligarchie politique occidentale qui ont acheté des terres agricoles énormes. C'est tout ça les enjeux. Et avec pour vocation, tout faire pour affaiblir la Russie. La Russie, depuis très longtemps, a tiré la sonnette d'alarme en disant cette situation-là ne peut pas perdurer, d'autant plus que les accords de Minsk n'avaient pas été respectés, d'autant plus que les promesses faites à Gorbatchev n'avaient pas été respectées, de ne pas permettre qu'il y ait une poussée indéfinie de l'OTAN, n'est-ce pas, aux frontières de la Russie. D'abord, on se pose la question, l'OTAN là, pourquoi elle existe toujours? La guerre froide étant terminée, à quoi sert encore l'OTAN? Donc, je pense que ceux qui ne peuvent pas faire cette analyse et qui continuent de dire, oui, la Russie a occupé l'Ukraine, ils ne vont pas en profondeur d'un certain nombre d'éléments d'analyse leur permettant de comprendre en fait quel est le problème. Parce que demain, on nous dira aussi que la Chine a occupé Taïwan, alors que c'est son territoire. Donc voilà. Donc il faut que nos gens, et c'est pour cela que je tire le chapeau à ceux qui ont dit, bon, ce vote là même, non, on n'est pas dedans. Parce qu'on ne sait pas de quoi ça retourne. L'Afrique ne doit pas s'intéresser à ces choses-là. Parce que s'intéresser à ces choses-là, c'est nous amener. Mais je vais cueillir des cerises sur les arbres à New York. Mais parlons même du Cameroun. Nous-mêmes, on a subi ça, non? Quand ils ont chaquité notre pays en faisant un Northern Cameroun, ça donne Cameroun. C'était quoi? Est-ce que les populations camerounaises avaient dit que c'est ce qu'ils voulaient? Donc, je pense sincèrement que nous sommes là face à... Et alors que les Camerounais, de manière authentique, avaient dit, laissez d'abord qu'on résoudre le problème que vous avez créé. C'est-à-dire qu'on crée notre indépendance avant d'aller... La notification avant d'aller à l'indépendance, ils ont dit non. Vous voyez? Le problème de Casamance, c'est quoi? Demain, on venait vous dire que la Casamance n'est pas sénégalaise. Mais Macky Sall, il faut qu'il fasse attention. Aujourd'hui, là, au Togo, au Ghana, il y a encore la question du Togo britannique qui s'oppose aussi, du Togoland. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des questions qui ne doivent pas nous préoccuper parce qu'elles ne sont pas les nôtres. Elles ne doivent nous préoccuper que parce que l'un des belligérants veut pousser le monde à une confrontation nucléaire. Et dans une confrontation nucléaire, je peux vous dire que tout le monde sera perdant. Eux en premier, parce que c'est eux qui sont plus proches du lieu de la déflagration. Donc je ne comprends pas l'attitude des Africains qui, au lieu de se battre pour résoudre des problèmes de subsistance aux côtés de leur population, au lieu de se battre pour que l'ONU s'occupe justement de la question de l'importation des mercenaires sur la bande saoudienne pour déstabiliser nos pays, au lieu de se battre pour exiger un meilleur rapport économique et commercial par rapport aux produits de notre sol, notre sous-sol. Regardez, presque à un fin symbolique, on continue d'acheter de l'uranium nigérien, alors que les pauvres Nigériens continuent de croupir dans une misère indescriptible. Et la France propose des EPR, les nouvelles centrales nucléaires, n'est-ce pas, à des tiers, avec 10 ans de fourniture en combustible. Alors qu'ils n'ont même pas un soupçon, n'est-ce pas, d'uranium sur leur sol. Voilà les problèmes que les soi-disant pays africains devaient poser à l'ONU, que d'aller se coucher devant les intérêts des gens qui continuent de nous prendre comme des sous-hommes.
Voilà le problème, cher ami. Merci à vous, patient parfait, d'avoir été les nôtres ce matin. C'est moi qui vous dis merci. La première question, les questions sont tellement complexes et elles font mal. Je profite, malgré que ce n'est pas le sujet, de redire à nos amis du Burkina Faso, le monde entier vous regarde. Le monde libre vous regarde. Les Africains dignes vous regardent. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ce n'est pas le sujet, mais vous ne pouvez pas continuer à faire attendre les Africains. Les Africains ont les yeux rivés vers vous. Ils en ont marre de vivre ce cauchemar. À vous de prendre vos responsabilités et de prendre la voie idoine, celle de libération de notre continent, par le biais, n'est-ce pas, de l'affirmation de votre liberté et de votre dignité. Merci à vous, patient parfait d'homme. Merci à vous également, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres, de nous avoir suivis tout au long de cette autre édition de Parole panafricaniste. Je terminerai en vous disant tout simplement que l'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.